Et du coup, Anna, je te laisse la parole pour une petite anecdote. Je suis sûre que tu en as plein également, hein. Oui, alors moi j'en ai plein, j'en ai tellement que un des buts premiers quand on a créé le consortium Matix, on a recensé depuis 2008 à peu près tous ces cas de dérive d'intelligence artificielle. On a des présentations un peu partout. Ça pouvait aller effectivement des scandales qu'on passe, que tu as évoqué, Moujane, de Apple plus récemment. Et ça pouvait aussi être sur une intelligence artificielle qui a été développée pour, un peu pour rire, hein, mais pour juger des concours de beauté en Russie. C'était un grand truc. Et c'était une intelligence artificielle très, très raciste. Elle éliminait automatiquement, au bout d'un moment, toutes les participantes de couleur. Maintenant, de façon un peu plus personnelle, moi, comment j'en suis arrivée là, pour être honnête, à 12 ans, comme je voulais faire comme mon grand frère, j'ai lu toutes les dystopies, 1984, et ça m'a complètement traumatisée. C'était un âge où il ne fallait pas lire ça à ce moment-là. Et quand j'ai commencé à faire des sciences et que j'ai commencé à trouver ça hyper excitant parce qu'on a une sorte de pouvoir sur ces fameux algorithmes, un petit complexe de Dieu, on peut modéliser le monde, si on le modélise, on peut le comprendre, on peut le conquérir, c'était formidable. Et en fait, ça, à un moment donné, ça m'a fait très très peur et je me suis rendu compte du pouvoir en fait qu'on pouvait avoir avec ces technologies-là. Et, et quand j'ai commencé moi à travailler, c'était le boom du big data et on me proposait des postes absolument formidables, mais pour faire des choses qui quelque part étaient pas forcément en phase avec mes valeurs. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'un tout petit grain de sable, ça suffisait pour transformer ce pouvoir génial en quelque chose qui effectivement était dangereux. Et en 2016, quand nos projets de recherche se sont plus orientés sur la fairness, le fair machine learning, et qu'on a recensé toutes ces problématiques-là, moi-même, je suis retournée voir dans mes algorithmes que j'avais pu développer à partir des données pour lesquelles je ne m'étais pas forcément posé beaucoup de questions. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment réfléchi à si les données que j'utilisais, elles étaient justes ou pas. Si j'avais réfléchi à l'utilisation qu'on allait faire de l'algorithme, mais l'utilisation en elle-même, par exemple, Mouchane, hein, tu disais si c'est pour que l'eau coule parce qu'on reconnaît des mains, l'utilisation, elle est bonne. C'est quelque chose sur lequel j'aurais eu aucun problème à travailler. Mais rétrospectivement, est-ce qu'il y a 10 ou 12 ans, moi-même, je me serais posé la question, est-ce que ça reconnaît tout le monde? J'en suis pas si sûre. Et quand je me suis aperçue de ça, et pourtant j'étais engagée depuis longtemps sur les nouvelles technologies, sur le fait qu'on devait être conscient de ce qui se passe, de comment on l'utilise, je me suis rendu compte que vraiment, il y avait un sujet à traiter. Il fallait que tout le monde en soit conscient dans notre communauté à nous, l'intelligence artificielle, mais aussi en dehors. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui dont on parle de plus en plus et c'est vraiment super en fait de pouvoir avoir cet éveil de la société. Il y a un éveil de la partie développeur, de la partie ingénieur, scientifique, où des personnes s'interrogent sur la façon dont elles développent et sur les standards en fait qu'elles utilisent. Il y a beaucoup de personnes encore qui considèrent que c'est des sujets trop techniques, que c'est des sujets qui finalement ne touchent que l'univers scientifique. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais vous interroger sur le fait que les développements, les nouvelles technologies et l'IA, c'est un enjeu sociétal. Pourquoi c'est un enjeu qu'il faut considérer comme un enjeu sociétal et pourquoi aussi en tant que citoyen, même si on n'est pas forcément, bon là on a quand même un public assez scientifique, mais même si on ne l'est pas forcément initialement, pourquoi aujourd'hui on doit apprendre à débattre de ces sujets-là, pourquoi il faut améliorer l'IA et se poser des questions éthiques, mais aussi économiques. Hein, pourquoi on se passe de la moitié des personnes de la population dans l'IA et d'une partie de notre diversité. Donc, je voulais vous interroger là-dessus. Moujane, je te laisse peut-être commencer. Bien sûr. En fait, la raison pour laquelle, pourquoi tout le monde doit être consciente et de connaître en fait le fonctionnement de l'IA, c'est parce que l'IA impacte notre vie aujourd'hui, vraiment, vraiment dans toutes les industries et demain encore plus.
En fait, c'est une technologie qui est maintenant un élément crucial de notre vie moderne et c'est présente dans tous les domaines comme la santé, chez nous à la maison, dans les loisirs, tous les métiers. Et donc, les personnes, en fait, donc à la fois pourquoi connaître comment le développer et avoir plus de conscience en ça. Peut-être dans le métier technique, c'est parce qu'en fait, on est des êtres humains et on a tous des préjugés et qu'en fait, il faut qu'on ait conscience de ça et essayer d'éviter le plus qu'on peut. Et si on n'est pas, par exemple, dans ces métiers, au moins de savoir comment on l'utilise. Par exemple, si nous sommes dans des métiers un peu plus de management ou leadership, on n'est pas forcément la personne qui est en train de développer les algorithmes et de faire le design de ces programmes, mais on doit savoir comment on l'utilise, quels sont les standards, comme Anna a dit, comment en fait on doit réfléchir sur l'impact que ces programmes et ces produits vont avoir sur le monde. Donc, c'est vraiment une vision un peu plus large qu'avant. Donc, effectivement, moi, ce que j'en pense, c'est que les enjeux sont, pour moi, à la fois sur les questions de l'éthique sur la société, de comment, en fait, ce pouvoir s'est partagé parmi les pays existants, qui sont les pouvoirs de l'intelligence artificielle, comme les États-Unis, la Chine aujourd'hui, la Russie. Par rapport à l'Europe, ils ont tous les stratégies très différentes. Donc, leur vision aussi de développement de l'IA, c'est très différent. Qui va décider qu'est-ce que c'est vraiment, comment on peut définir l'éthique ici, qui va définir ça, quels sont les principes. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment des règlements durs que tous les pays peuvent accepter et suivre. Donc, ça, c'est les étapes à suivre et savoir comment on peut les faire. Les policy makers, les hommes de gouvernement doivent décider, les femmes aussi des gouvernements doivent décider sur ça. Et aussi, il y a des enjeux économiques, comme tu l'as mentionné, c'est aujourd'hui, nous sommes peu de femmes, peu de minoritaires dans les métiers de tech. Et en fait, la vérité, c'est aussi avec l'avancement de la technologie, certains types de travail, ils vont perdre en fait leur importance. Donc, ils seront remplacés par les machines, les robots. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des métiers un peu dans le service, que c'est un peu plus répétitif, on n'a pas besoin de beaucoup de stratégies dessus ou beaucoup de techniques, sont pris par les femmes. Et donc, en fait, on a un risque que ces personnes, dans l'avenir proche, vont perdre leur travail. Ça veut dire qu'on a encore moins de diversité dans la tech et peut-être dans le métier de l'IA aussi, parce que c'est lié. Et donc, c'est très important maintenant que tous les métiers, avec les crises de Covid, pandémique, on est en train de travailler tous à distance, les entreprises deviennent plus en plus digitales, de réfléchir comment faire upskilling, je ne sais pas comment on dit en français, mais en gros, voilà, il faut vraiment avoir ça en tête, surtout dans le choix de notre carrière, dans l'éducation de nos enfants, dans la stratégie entreprise, de considérer ça pour ne pas se rencontrer avec un écosystème ou une entreprise qui est encore moins diversifiée. Merci beaucoup, Moujane. Merci pour cette intervention. Est-ce que l'une de vous veut compléter et même donner votre point de vue sur le sujet ou les informations que Moujane a partagées? Colette, moi, je veux bien compléter. C'est-à-dire que j'ai envie de prendre encore un exemple, si c'est possible. Donc, évidemment, oui, tout est possible. Évidemment, réel enjeu de société en France et partout dans le monde. Hein. Et donc, en fait, l'IA, les algorithmes, l'apprentissage sont de plus en plus utilisés partout dans la vie, dans des questions qui concernent tout le monde et bien au-delà des finances, des assurances et de la gestion des produits bancaires.
Et il faut savoir ce qu'il y a dedans. Et le problème, c'est d'avoir des algorithmes qui soient suffisamment simples et explicables. Et en fait, j'ai 2 exemples. Il y a un algorithme de votation en Suisse qui a été élaboré par des scientifiques, par mathématiciennes, informaticiennes, économistes. Et donc, les Suisses ont parfaitement compris, en tout cas les hommes d'État, les femmes d'État ont parfaitement compris et l'ont appliqué là-bas. Donc, c'était suffisamment simple. Et puis, ça résolvait le problème hein, quand même. Et c'était suffisamment simple. Alors après, je vais prendre un autre exemple, parce que ça se passe en France, qui est l'exemple de l'algorithme de Parcoursup. Alors, Parcoursup a remplacé en 2018 un algorithme d'admission qui s'appelait admission post-bac, et ça permet d'orienter les étudiants et de recruter les étudiants dans une université ou dans une autre. Et donc, cet algorithme, d'abord, admission post-bac, avec l'augmentation du nombre d'étudiants, admission post-bac était arrivé au bout, ce qu'on appelle au bout du rouleau. On n'arrivait plus vraiment à sélectionner, entre guillemets, à répartir les étudiants correctement. Et donc, c'est pour ça qu'on a imaginé cet algorithme Parcoursup. Et en fait, il a été mis au point par une informaticienne, Claire Mathieu, un informaticien, Hugo Gimbert. Et donc, maintenant, on entend à peu près tout et n'importe quoi. Les procédures de sélection seraient obscures, les étudiantes et étudiants de lycée de banlieue ne pourraient plus aller en université à Paris intramuros, alors qu'il y a eu, au contraire, une grande volonté de simplification, de transparence, et cela a été expliqué par les services du ministère et par Claire Mathieu. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que les étudiants sont sélectionnés, évidemment, quand on regarde leur dossier, et que les très bons étudiants, eh bien, alors qu'avant ils ne le pouvaient pas, maintenant peuvent aller dans les universités intramuros. Et évidemment, ça a un inconvénient, c'est que les étudiants ces très bons étudiants et étudiantes qui allaient dans les universités de banlieue, dans les académies de Créteil, Versailles, eh bien maintenant, alors je parle pour la région parisienne, il n'y a pas que des Parisiens ici, mais bon, je parle quand même une grande partie, beaucoup de personnes qui habitent par là. Et donc, eh bien, ces très bons étudiants, on ne les retrouve plus dans nos universités. Mais bon, ceci étant, voilà, précédemment, avec une mission post-bac, eh bien, les étudiants, ils devaient rester dans leur département ou dans le département du lycée où ils étaient, où ils avaient fait leurs études de terminale. Donc, simplement, c'est extrêmement dire que, bon, ce sont 2 exemples hein, que j'ai pris, mais c'est extrêmement important donc de savoir ce qu'on veut faire. Il faut faire vraiment des choses, des algorithmes qui sont à la fois simples et qui réalisent ce qu'on souhaite réaliser. Voilà, merci. Et qui implique en fait finalement qu'on des impacts sociétals assez lourds et importants, puisque finalement c'est aussi le fléchage des étudiants et une forme de diversification des profils au sein des facultés. Donc ça reste quand même assez important. Anna, je te laisse la parole. Oui, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, Moujane. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas une intelligence artificielle, déjà c'est une myriade de petits algorithmes qui interviennent absolument partout et ça peut intervenir de façon presque insidieuse, pas forcément négatif, mais ça va nous guider pour nous faciliter la vie, quel chemin je prends, qu'est-ce que j'écoute comme musique, qu'est-ce que je regarde comme film, qu'est-ce que je vois comme contenu sur Internet. Et mine de rien, c'est toute cette partie de recommandation, c'est hyper important parce qu'on se rend compte, on l'a vu au travers des offres d'emploi, ça c'était très caricatural, mais on se rend compte qu'en fait, on va montrer aux gens des choses qu'on estime qu'ils veulent voir, puisqu'il y a un enjeu économique de leur faire acheter des catégories de consommation qui leur correspondent. Mais ça veut dire qu'on va vous montrer quelque chose qu'on pense que vous ou les gens comme vous veulent voir. Et c'est dans ce « les gens comme vous », c'est de la classification, hein, il y a une réalité mathématique derrière, mais la façon dont on définit ce « les gens comme vous », les gens qui sont déjà défavorisés, ça les renferme dans une précarisation. Et avec cette société qui change, avec les crises, on le voit même en dehors de l'IA, tu as mentionné la crise du Covid, les premières touchées, c'est les femmes et les personnes issues de la diversité. C'est comme à chaque fois, mais
c'est renforcé, ce genre de choses peut être renforcé par l'intelligence artificielle via des choses qui ont presque, on pourrait croire qu'ils n'ont aucun impact. Savoir quelle publicité vous regardez ou quel contenu vous voyez sur Instagram, ou quelle publicité vous pouvez voir pour des appartements quand vous en cherchez. Mine de rien, avec des profils différents, on ne va pas voir les mêmes offres. Alors, si on reste sur Paris, moi, j'y suis plus, je suis à Toulouse, mais si on reste sur Paris, quand on cherche appartement Le Bon Coin ou autre chose, selon là où on est et selon le profil qu'on a, on ne voit pas les mêmes quartiers. Ça fait partie des choses. Si on ne propose pas les mêmes horizons à tout le monde sur une base qui est absolument archaïque et qui n'a même pas réellement de réalité économique, on renferme dans de la discrimination. C'est pour ça que l'IA, en plus des technologies, l'IA spécifiquement, elle a un enjeu de société qui est fort. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit, Anna, c'est super intéressant. Effectivement, je pense que vous avez entendu de Cambridge Analytica, l'entreprise qui était derrière la campagne présidentielle de Trump. Et finalement, ils ont dû fermer ses portes parce que exactement ce qu'ils ont fait par rapport au profil des gens qui voulaient voter aux États-Unis, ils ont personnalisé les annonces qu'eux, ils voulaient voir sur Facebook. Et du coup, ils ont vraiment manipulé les élections présidentielles. Et ils ont aussi travaillé sur Brexit. Donc, on voit qu'aujourd'hui, même si on n'est même pas dans l'IA, même si on ne veut même pas étudier data science, on est impacté sans savoir. Et ce que tu dis, c'est super intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui a un enjeu grand de société. Tu es en mute, Sandra. Oui, je viens de le voir. C'est assez souvent que je fais ça. Je suis complètement d'accord avec vous. Et aussi, moi, un sujet qui m'avait vachement choquée, c'était le fait que quand tu étais sur Google et que tu tapais réchauffement climatique, tu n'avais pas du tout les mêmes entrées suivant où tu te situais dans le monde et suivant tes recherches. Donc, en gros, ça va forcément renforcer tes biais. Si par exemple tu es contre le réchauffement climatique, tu vas automatiquement tomber sur des entrées qui vont favoriser en fait un peu ce point de vue, comme le fait un peu YouTube et Facebook. Et du coup, question qui est un peu liée ou qui suit un petit peu ce qu'on vient de dire, mais du coup, d'où vient le problème? Est-ce que c'est les algorithmes le problème? Est-ce que du coup, c'est les données qui sont traitées par les algorithmes? Parce que c'est aussi ça le sujet sur finalement les bases de données qu'on peut traiter en tant que développeur. Globalement, d'où vient le problème et quelles sont les solutions techniques? Bon, je vais commencer. Donc, Anna, je peux te laisser la parole. Oui. Déjà, il faut distinguer deux types de problématiques. Une utilisation, je dirais, perverse de la technologie. Je veux faire pencher une élection en la faveur de celui que je veux faire pencher. Je veux manipuler l'opinion, je veux, etc. Ça, c'est que ce soit de l'IA ou que ce soit n'importe quelle autre technologie, c'est une question de construction de société. Qu'est-ce qu'on veut faire du pouvoir qu'on a entre les mains? Donc ça, c'est un premier axe sur lequel, bon, moi, scientifiquement, je suis moins légitime, mais sociétalement, on doit tous être capables d'agir et de donner son avis. Qu'est-ce qu'on veut que notre gouvernement, que notre société fasse de ce pouvoir qu'ils ont entre les mains? Ensuite, spécifiquement sur l'intelligence artificielle, la plupart des cas qu'on a évoqués au début de discrimination par l'intelligence artificielle, ils partaient presque d'une bonne intention. Si on retire l'homme de la boucle, l'humain de la boucle, ça devrait retirer ses préjugés. C'était la grande, on va dire, le grand espoir de l'intelligence artificielle. S'il n'y a plus l'humain, il n'y a plus de préjugés, c'est forcément neutre, c'est des mathématiques. Rien de plus neutre que les mathématiques. Il n'y a rien de plus faux que cette phrase-là aussi. Parce que finalement, l'intelligence artificielle, alors on revient beaucoup sur la notion d'apprentissage. L'intelligence artificielle, c'est jamais qu'une série d'algorithmes. Alors il y en a plein de différents, mais le principe de base, c'est d'observer quelque chose qu'on ne comprend pas forcément et d'avoir les moyens techniques de le reproduire, de l'anticiper, de l'imiter.
etc. Un chatbot, un agent conversationnel, malgré, alors j'ai un immense respect pour les études linguistiques, mais je pense qu'on n'est pas arrivé au bout d'imiter complètement le raisonnement d'un être humain. Et pourtant, on est capable de tromper de façon absolument incroyable. Même moi, en parlant, alors tu sais jamais trop, sur les très très bons chatbots, est-ce que c'est un humain ou pas derrière? Donc ça veut dire qu'il faut... L'intelligence artificielle, elle observe et elle reproduit. Et elle reproduit comment? Elle a une notion de performance. Est-ce que je fais les choses bien? Donc, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Et ce qui est assez terrible, c'est que dans le cas, par exemple, que tu évoquais, Moujane, de l'algorithme Compass, qui donnait un score de risque aux personnes, est-ce qu'il faut leur donner une liberté conditionnelle ou pas? Lisser, comme ça, la performance, on ne se rendait pas trop compte de si c'était raciste ou pas. Et finalement, c'est en regardant par groupe qu'on s'est aperçu que si l'intelligence artificielle était au détriment des groupes qui ne sont pas la majorité, sa performance serait meilleure sur la majorité. Si on a très très peu de femmes et de personnes de couleur dans les archives photos pour entraîner un algorithme de reconnaissance faciale, il va être très bon sur 95% de son scope. Donc, il va être très bon. Et à la limite, s'il est à 0% de réussite et sur une toute petite partie du scope, mathématiquement, c'est même pas grave. Sauf que sociétalement, ça l'est. Et c'est pour ça que les algorithmes, eux, ils sont en général, c'est même élégant, ils sont beaux, et c'est pas eux le cœur du problème. Le développeur non plus, puisque la plupart des gens qui ont travaillé sur ces algorithmes-là, quand c'est pas de l'utilisation foncièrement déviante, c'était des gens de bonne volonté, et on n'a pas un espèce de sexisme ou de racisme qui passe magiquement des mains au clavier, ça n'existe pas. En revanche, les données elles-mêmes, la façon dont elles sont collectées, et finalement tout l'historique qu'on a, que ce soit en recherche, en développement, fait qu'on intègre un passif qui est lourd et qui est mauvais dans ces données-là. Aujourd'hui, et c'est vrai que depuis très récemment, on est capable de le voir. Avant, pour le voir, c'était plus compliqué, il fallait vraiment le vouloir. Il fallait analyser les données, chercher dans ce sens-là, bien vérifier. On n'était pas encore complètement conscient de l'enjeu. Aujourd'hui, il y a des définitions mathématiques de ce que ça veut dire que de discriminer avec de l'intelligence artificielle. Il y a des définitions mathématiques de ce que ça veut dire, de comment on peut corriger ces biais-là dans les données. Colette en parlait tout à l'heure, il y a tout un pan de l'intelligence artificielle qui est pour ouvrir les boîtes noires, donc pour aller plus vers de l'explicabilité. Et parfois, oui, ce sera au détriment d'une performance ou d'une performance économique, mais pour aller vers une performance sociale, quelque part. Nous, il y a quelques années, on avait commencé à réfléchir à une notion de label, par exemple, comme ce qui serait un label du bio ou le label rouge ou n'importe quoi, mais d'avoir des données labellisées en disant, OK, ce jeu de données-là, on est capable mathématiquement de dire s'il est discriminant ou pas. Donc, sur ces critères-là, voilà la note qu'il a, il est bon ou il n'est pas bon. Et très honnêtement, en 2017, j'étais persuadée que ce serait aussi simple que ça. Qu'il suffirait de dire, regardez, on a un super algo, il a audité tous vos algorithmes, et puis... Donc, ça fait maintenant 3 ans, on est monté jusque là où je pouvais monter au niveau de l'État, et ce n'est pas une question technique. C'est vraiment pas une question technique, puisque techniquement, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour éviter ces écueils-là. Donc, la question, elle est économique et elle est sociale. Tu es toujours en mute. Merci beaucoup, Anna. Je suis totalement d'accord avec toi. Et la question de la gestion de ces bases de données, elle est primordiale. Et c'est aussi, c'est toi, Moujane, qui parlais de Amazon et de la technologie qui avait complètement qui évinçait les femmes. Et c'était notamment dû au fait qu'ils s'étaient basés sur des données représentatives de 20 ans auparavant. Donc, bien sûr, c'est des données sociales, sociétales actuelles, mais est-ce qu'il ne faut pas finalement s'en détacher, puisque c'est des données d'un univers professionnel qui est finalement aussi un peu sexiste. Et donc, c'est des logiques aussi de traitement de données et de traitement de données plus féministes. Et est-ce que toi, Moujane, tu as un avis sur le sujet, sur
sur les algorithmes, les données et quelles sont les solutions Oui, techniques. en fait, je vais vous raconter une histoire super inspirante et marrante aujourd'hui. J'étais sur le jury d'une compétition de pitch. Et en fait, une des startups qui se présentait, justement, il parlait en fait du fait qu'il arrive à qualifier bien les données et de les analyser d'une façon équitable, d'une façon que ça peut démontrer, ça peut éliminer des biais et ça peut avoir une analyse beaucoup plus juste. Et en fait, ce qu'ils nous racontaient, par exemple, leur application, c'était de voir sur une carte où sont les alarmes par les citoyens, où sont par exemple les zones rouges pour qu'on aille, par exemple, chercher, trouver une solution pour ce groupe de personnes. Et il disait par exemple, on extrait les données de l'Internet et en fait, les hommes parlent plus. Du coup, quand les hommes écrivent plus sur Internet et justement nourrissent plus l'Internet avec ce genre des alertes, par exemple, OK, ici, je vois, je sais pas, une voiture en feu ou quelque chose, par exemple, qui a explosé. En gros, il disait que comme les hommes, on sait, ils écrivent plus sur Internet, on sait si jamais on reçoit une alerte et on voit le genre de la personne, si c'est une femme ou regroupé par rapport à l'urgence, on va donner un pourcentage aux données par les femmes pour monter un peu l'importance de leur reporting de l'alerte parce qu'on sait que les femmes normalement écrivent moins, mais ce n'est pas, ça veut dire pas que c'est pas important leurs alertes. Donc ça, je vous donne cet exemple parce que je pense que même si, Anna, elle est l'expert dessus, tu me corriges Anna, mais je pense qu'on a d'un côté le problème avec les bases de données qui sont biaisées, mais de l'autre côté, on a l'humain qui est là pour superviser et de corriger ces données et au moins d'avoir trouvé une logique pour pouvoir utiliser ces données parce qu'à un moment, on a besoin de données pour faire marcher nos algorithmes de l'IA. Donc, ça, c'était un exemple que moi, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui et je pense que ça peut être une des solutions, partie d'une solution pour justement avoir des produits qui sont un peu moins biaisés. Je suis totalement d'accord également. Et je vais laisser la parole à Colette pour rebondir sur vos deux interventions. Ok, donc alors moi j'ai envie de parler encore un exemple. Je voudrais être un peu plus optimiste quelque part. Et je vais, bon, donc j'ai déjà parlé de l'algorithme Parcoursup, hein, et donc simplement pour dire que il faut que les algorithmes soient simples et compréhensibles et qu'on comprenne ce qu'il y a dedans. Donc ça a déjà été dit. Mais par exemple, je voudrais regarder ce qui s'est passé. Alors ça, c'est au moment du Mediator, Irène Frachon, c'est raconté dans le film La fille de Brest. Et donc, Irène Frachon, elle a eu, enfin, dans le malheur un tout petit peu du Mediator quand même, hein, elle a eu un tout petit peu de chance, c'est qu'elle a réussi, grâce à un employé de la sécurité sociale, l'employé était capable de faire le lien entre le croisement des données, médicaments prescrits, et le croisement malade. Et donc, c'est ça qui a été pratiquement, enfin, bon, Irène Frachon a demandé, bon, moi, je n'ai pas vu le film, mais on me l'a raconté, donc je ne sais pas exactement comment elle a réussi à se débrouiller pour obtenir ça de quelqu'un qu'elle connaissait probablement, qui travaillait à la sécurité sociale, donc quelqu'un qu'elle connaissait, qui connaissait, etc. Et donc, elle a pu donc comprendre qu'il y avait vraiment un problème entre le Mediator, ce que les personnes à qui on prescrivait le Mediator et après ce qu'elles avaient comme maladie, hein, ce qu'elles avaient au départ comme maladie et ce qu'elles avaient après à la fin comme maladie, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de morts et ça a été quand même un scandale. Donc voilà, donc c'est évidemment un exemple de base de données qui existait et qui a permis de comprendre un problème de société, enfin quand même très très important, qui a donc concerné énormément de personnes et malheureusement, enfin dramatique quoi. Voilà. Et donc simplement, je veux dire, donc un petit truc positif sur les algorithmes. Pas forcément, enfin, qui était un peu biaisé, mais vraiment on a pu prouver quelque chose et bon, ça a pris beaucoup de temps.
Voilà. Oui, et puis il y a aussi des bases de données et des algorithmes aujourd'hui qui aident dans le traitement et euh, dans le fait de trouver des maladies, pas vraiment trouver, mais j'arrive pas à trouver le terme justement, mais à diagnostiquer, pardon, des maladies. Et là-dessus, on ne saura pas critiquer l'IA puisque ça participe également à une amélioration du niveau de vie et aussi une évolution médicale. Et c'est un bien commun dans certains aspects pour notre société. Mais il est vrai quand même que ce manque criant de femmes a des conséquences assez importantes. Et la question que je vais te poser, Colette, est une question qui est peut-être un peu provocatrice, mais si on veut aujourd'hui en terminer avec le gender gap qu'il y a dans l'IA, qu'il y a dans la nouvelle technologie, est-ce qu'il faut créer des quotas? Alors que ce soit des quotas dans la rédaction des algorithmes, par exemple, passer 50% de CV femmes pour 50% de CV hommes, des quotas dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles d'informatique et des quotas dans les entreprises, quoi. Soyons globaux et général. Quel est ton avis sur le sujet? Alors, si j'ai un tout petit peu de temps, j'aimerais d'abord parler, avant de parler des quotas, j'aimerais quand même parler un petit peu de ce qu'on peut faire pour en terminer avec le gender gap. Donc, en fait, le gender gap, la différence, les inégalités entre femmes et hommes dans le domaine des sciences et des techniques, c'est un problème massif et donc massif qui a des raisons multiples et qui est vraiment partout. Et donc, il faut agir partout, tout le temps et de façon multiple. Donc, évidemment, le quota, je vais y revenir tout à l'heure, mais je pense qu'il faut agir déjà dès les enfants, dès les plus petits, la crèche, l'école maternelle. Il faut leur apprendre, apprendre ce que c'est qu'un stéréotype de sexe, évidemment à leur niveau. Et il faut faire ça tout le temps, c'est-à-dire qu'il faut le faire en crèche, primaire, maternelle, primaire, collège, lycée, université. Donc, parce que les enfants changent, ils passent de petite enfance à moyenne enfance, puis adolescence, puis jeunes adultes. Et donc, de toute façon, la façon dont ils voient la vie, évidemment, n'est pas du tout la même. Ils apprennent des choses et on ne peut pas leur dire la même chose quand ils sont petits, quand ils sont grands. Donc, ça, c'est une première chose. Bon, pour les enfants, il y a la question des jouets. On commence à évoluer un tout petit peu. Maintenant, il y a une charte relative aux jouets qui a été signée. Il y a des magasins et des constructeurs qui s'en occupent. Et on commence à voir des magasins où il n'y a pas, on va revoir ça à Noël. J'espère que ça va. Alors, évidemment, je ne sais pas comment sera Noël cette année, mais bon, à partir du mois de novembre, on va avoir quand même des magasins. Il y a des magasins où on commence à voir, à ne plus voir ce qui était rose pour les filles, avec juste les soins de la maison, les soins des frères et sœurs, et les couleurs claires, et puis bleu pour les garçons, avec le bricolage, les machines sombres. Voilà. Donc, on commence à voir des choses quand même qui sont mieux, plus égalitaires, garçons et filles. Donc, il faut évidemment l'information des enfants, des jeunes, l'information des parents. Donc, c'est évidemment compliqué parce que l'école, donc ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des réactions, entre guillemets, de séparatisme qui se développent. C'est-à-dire que si on commence à informer les garçons et les filles, eh bien, il y a des parents qui pensent que, oh là là, on va vouloir faire que des petits garçons deviennent des petites filles, enfin, des trucs absolument hallucinants qu'on entend. Et donc là, il faut évidemment être assez astucieux pour que ça ne se produise pas. Mais c'est assez difficile en ce moment, justement, où on est dans une société de fake news, enfin de complotisme, et c'est très, très facile à ce que ça se passe, donc il faut faire très attention. Il faut aussi qu'au niveau des formateurs, des formatrices de l'éducation nationale, alors, pour revenir aux enfants, dans les centres de loisirs, les centres de vacances, enfin partout, il faudrait pouvoir donner de l'informatique à tout le monde, à tous les enfants, et que l'informatique soit associée, par exemple, à d'autres choses, à la biologie, aux arts, à la musique,
et donc que ce soit acceptable pour tout le monde, pour tout type d'enfants. Il y a des enfants qui sont plus attirés par telle ou telle chose. Eh bien, eux aussi, si c'est vraiment la musique, eh bien, il faut qu'ils aient aussi de l'informatique. Et pas seulement ceux qui sont les futurs geeks. Hein. Il faut lutter contre ça. Et au niveau des formateurs, formatrices, au niveau des étudiants, que les masters de Big Data, de finance, les masters d'assurance, Big Data, grandes données, fouilles de données, assurance, donc il y ait une formation à l'égalité femmes-hommes dans ces masters et que ces formations soient évaluées aussi par des expertes ou des experts de ce point de vue-là. Hein, donc, il faut aussi que les formateurs, formatrices, les enseignantes, les enseignants soient formés dans les INSPE, les écoles de la formation, et puis dans les rectorats, au niveau des entreprises aussi, publiques et privées, à tous les niveaux, dans les médias. Enfin bref, c'est un travail absolument immense. Comment se fait-il que pendant cette période de Covid, eh bien, on n'a vu que des hommes experts à la télé, alors que le personnel infirmier est en majorité, ce sont des femmes, des infirmières, même parmi les cadres, qu'il y a beaucoup de femmes médecins, elles sont compétentes, expertes, mais on ne voit que les hommes. Et effectivement, ils sont plus souvent directeurs que les femmes, mais tout de même, c'est tout de même assez extraordinaire. Alors maintenant, les quotas. Eh bien, moi, je veux dire d'abord, en politique, fameuse question des quotas. En politique, ils ont été imposés. Hein, la loi, ça a été voté. En politique, ils ont été imposés. Ça a été voté au début des années 2000. Hein, ça date un tout petit peu, donc ça fait 20 ans. Et pour l'instant, ils ne sont pas remis en question. Bien qu'à l'époque, on a dit, oh là là, on ne trouvera pas de femmes compétentes. Par définition, les femmes ne sont pas compétentes. Elles ne sont pas capables. Par définition. Comme si c'était, dès qu'elles sont nées, elles ne sont pas capables. Et donc maintenant, il y a partout des quotas dans toutes les élections sur scrutin de liste, et même dans les conseils départementaux où ce sont des candidatures uninominales. C'est femmes et hommes, hommes et femmes. Donc la preuve aussi, c'est que ça marche, c'est qu'on en trouve. Il y a des tas de femmes compétentes, il y en a partout. Et elles étaient compétentes dans les associations, mais elles ne sont pas compétentes dans la politique. Enfin, c'est absurde. Enfin bref, ça a été imposé. Alors maintenant, eh bien, les sciences, les techniques, la société, on a quand même décrit que finalement, c'était important pour toute la vie en société. Eh bien, pareil, hein, il est impossible, entre guillemets, pour nos collègues qu'il y ait des quotas, femmes et hommes d'ailleurs, hein, puisque ça voudrait dire qu'on va recruter des femmes qui ne sont pas compétentes, alors qu'il y a des tas de femmes compétentes. Donc, il y a des tas de femmes. Alors bon, évidemment, moi je suis, jusqu'aux années 80, il y avait un système de quotas hein, pour les études dans les écoles normales supérieures qui forment les enseignants du secondaire et les enseignants du supérieur, les enseignants-chercheurs, les enseignantes-chercheuses. Il y avait un système de quotas et presque autant de filles que de garçons. Et on trouvait ça hein, normal. Et deux, ce sont des femmes qu'on ne trouvait pas nulles à l'époque, mais qui ont été recrutées et qui ont eu une carrière. Donc, voilà quoi. Évidemment, les quotas, moi je dirais oui, évidemment. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que bien qu'on ait eu ce système de quotas qui nous a favorisés, entre guillemets, eh bien, on a eu des difficultés. Moi, j'ai commencé ma vie d'étudiante en 1974, enfin d'étudiante de master. Et déjà là, j'ai été à un colloque où on m'expliquait que les femmes, elles avaient vraiment, mathématiciennes, avaient beaucoup plus de mal que les hommes. Et puis, donc, 50 ans après, eh bien, je vois des collègues hommes qui me disent, mais je ne comprends pas, moi, j'ai jamais eu de difficulté, je suis devenue professeure, on ne m'a jamais mis de barrière, alors que c'est vrai, on nous a toujours mis des barrières. Malgré cela, le démarrage était très bon, puis ensuite, il y avait quand même un petit peu à chaque étape des barrières. Et puis, il y avait aussi, bon, dans la présentation, on en a parlé, effectivement, il y avait la barrière qui était violence sexiste et sexuelle. On a été presque toutes victimes quand même si on ne l'a pas trop dit. Beaucoup d'entre nous ont été victimes, donc il y en a qui sont partis. Voilà, donc c'était quand même plus dur. Hein. Et alors, qu'est-ce que je peux dire encore Finalement, bon, les hommes sont toujours considérés comme très bons. Donc moi, c'est ce que j'appelle de la discrimination positive. Ils sont toujours, en leur faveur, il y a une discrimination positive en faveur des hommes, pratiquement toujours. Les femmes, on leur trouve toujours plein d'inconvénients.
bon, elles sont soi-disant pas très bonnes, alors qu'elles peuvent l'être, elles sont aussi bonnes que les hommes. Elles vont faire des enfants, mais les hommes, ils font des enfants aussi, mais eux, ce n'est pas un problème, c'est un facteur plus favorable. Plus ils font d'enfants, meilleurs ils sont. Donc, en fait, quand on regarde les carrières des hommes et des femmes à la fin, on s'aperçoit que les femmes, elles se débrouillent tout à fait aussi bien, avec plein d'obstacles, tout à fait aussi bien et même mieux que pas mal d'hommes, qui, eux, de toute façon, avaient un a priori favorable au départ. Donc, évidemment, je ne peux être que pour, puisque de toute façon, les femmes sont discriminées négativement ou les hommes discriminés positivement. Donc, forcément, il faut rétablir l'équilibre. Et ce que je voudrais dire, c'est bon, pour les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, par exemple, on peut, si on veut vraiment que les filles y aillent, on peut financer des colonies de vacances pour les filles. On peut augmenter le nombre de filles dans certaines activités. Hein. On fait ça pour les mathématiques, la préparation des Olympiades. On augmente le nombre de filles artificiellement. On prend moins de garçons, mais on augmente le nombre de filles. Et puis, on peut prendre autant de garçons, mais plus de filles. Il y a des universités qui ont fait ça. Carnegie Mellon a fait ça. Ils ont constaté qu'ils prenaient des filles en plus. Ils prenaient le même nombre de garçons et des filles en plus. Et elles ont réussi comme les garçons. Donc, voilà, c'est quand même des quotas cachés, hein, mais il y en a. Et ça marche. Voilà. Merci. On peut également, comme tu fais, Moujane, au travers de Women in IA, former des jeunes filles, choisir de former des jeunes filles au code pour pas les laisser sur le côté et leur permettre de comprendre le monde qui les entoure. Est-ce que vous avez, Moujane, Anna, un avis sur cette histoire de quota? Moi, j'étais en train, en fait, publier juste un lien ici. Je ne sais pas si c'est la bonne. C'est pas la meilleure photo que je voulais partager ici, mais en fait, je suis totalement d'accord avec tout ce que Colette a dit. Elle a très, très bien mentionné tous les problèmes. Et moi, je suis pour les quotas parce que je pense qu'en fait, effectivement, comme on est dans un monde qui est pas en fait juste, qu'on n'est pas tous les mêmes opportunités, il faut un peu plus d'efforts pour aider ceux qui n'ont pas beaucoup de ressources, ceux qui n'ont pas eu les mêmes opportunités et de les aider d'atteindre les niveaux que chaque humain dans sa vie pouvait avoir. Et donc, moi, je suis totalement pour. Et je pense que en fait, je ne veux pas répéter tout ce que Colette a dit. Elle a très, très bien dit. Je pense que l'éducation des gens, c'est très important. Et l'éducation des parents est aussi très importante. Je l'ai vu, par exemple, dans notre famille, chez des amis, que leurs professeurs mettent la différence entre les filles et les garçons. Et je vois ça dans mes cousines ici en France. Il y en a une qui a dit, en fait, moi, je ne veux pas devenir ingénieur parce que c'est pour les voitures. Et l'autre disait, en fait, moi, je fais l'ingénieur parce que j'aime l'architecture. Et finalement, elle était la seule fille dans le cours. Donc, ça doit vraiment commencer de la base, en fait, l'éducation. C'est complètement vrai et c'est aussi une base de stéréotypes. Et je fais un peu de pub pour notre prochain webinaire, mais ça va être le sujet qu'on va aborder justement avec nos intervenantes, dont Isabelle Collet, qui est spécialisée dans le genre et dans l'informatique, donc qui a un PhD, en sociologie et qui intervient justement, et je trouve que son intervention est assez intéressante, dans les écoles d'ingénieurs et dans les écoles d'informatique, de sciences, pour former à la fois les élèves, mais aussi les professeurs, parce que c'est une problématique qui est aussi présente chez les professeurs qui ne s'en rendent pas forcément compte. Et comme tu le disais, Moujane, on est plein de biais et on n'est pas forcément connaisseurs ni de mauvaise volonté de ces biais-là. Et c'est quand on nous met face à ces biais qu'on peut travailler et une fois qu'on est sensibilisé, modifier aussi un peu notre comportement. Et donc, du coup, mardi prochain, on va travailler et parler des femmes scientifiques et de leur carrière et donc, du coup, aussi de toutes les problématiques liées aux freins qui sont posées constamment de la plus tendre enfance jusqu'à ce qu'elles sortent en post-doctorat et en création d'entreprise. Je te laisse du coup réagir, Oui. Anna, je vais aller pour encore clôturer un peu tout petit cette peu question plus du loin. quota.
Oui, je vais aller encore un tout petit peu plus loin. On a un besoin de représentation. Moi, je l'ai senti quand j'ai créé la première fois mon entreprise, j'avais 27 ans. Avant, j'étais dans un labo de recherche, c'était formidable. Et puis, on a créé une boîte parce qu'on a eu l'opportunité, c'était chouette. Et personnellement, je fais partie de ces femmes qui ont un gros syndrome de l'imposteur. C'est toujours difficile de me sentir légitime malgré tout, alors qu'il n'y a aucune raison. Et je vais vous raconter une anecdote qui peut vous paraître un peu idiote, mais je devais négocier un gros contrat, un des plus gros contrats que j'avais eu. J'avais une journée de workshop avec des équipes techniques qui ne m'inquiétaient pas du tout. Et puis le lendemain, c'était la première fois que je jouais mon rôle de CEO de ma société. Et il fallait négocier un contrat sur des montants que moi, je n'avais jamais envisagé. Et il y a une question complètement stupide qui s'est posée à moi, c'est à quoi ça ressemble une experte en intelligence artificielle qui va négocier un contrat, à quoi je dois ressembler, comment je peux me sentir légitime. Et la question idiote qui m'est restée bloquée, c'est comment je m'habille. Et j'en ai fait part à mon associé en me disant il va me trouver bête. Un homme blanc de 50 ans, j'avais très bien choisi pour ça. Et lui, il m'a dit tu vas voir, c'est facile. Premier jour, on est en workshop, on va aller déjeuner à la cantine. Tu regardes comment sont habillés les gens dans l'entreprise. Et son conseil à lui, c'était tu t'habilles comme le chef de la personne avec qui tu vas négocier. Ce qui est plutôt un bon conseil. Et workshop technique, on était sur du véhicule autonome à l'époque, donc pas une femme, évidemment. On arrive à la cantine, je me dis c'est pas grave, on va aller voir la cantine, etc. C'est une très grosse entreprise automobile française, des centaines de gens à la cantine. J'ai vu 4 femmes. Il y en avait 2 au service, une à la caisse et une qui nettoyait les plateaux. Enfin, c'était... Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, dans mon imaginaire à moi, faut l'avouer que je ne m'étais pas posé la question avant, hein, j'avais eu beaucoup de chance dans ma vie, mais dans mon imaginaire à moi, je n'avais pas de modèle de ce que peuvent avoir les hommes finalement, de ce que c'est qu'un chef d'entreprise, de ce que c'est qu'un expert en intelligence artificielle mondialement reconnu, de ce que c'est que quelqu'un vers qui se tourner. Et c'est pareil pour les femmes, c'est pareil pour les minorités. Il y a beaucoup d'associations qui, heureusement, sont de plus en plus soutenues sur le sujet. Mais pour moi, ça a fait partie des choses où je ne me rendais pas compte que j'en avais besoin. Et quand j'en ai eu besoin, c'était un peu trop tard. Et je pense que je rejoins tout ce que tu dis, Colette, évidemment. Moi, j'ai une fille de 4 ans et je deviens folle dans les magasins parce que malgré tout, on reste sur du bleu, du rose, c'est très compliqué. Mais en plus, voilà, il y a déjà des femmes extraordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Et les mettre déjà, elles en avant, ça donne des repères et de l'assurance à celles qui vont venir derrière. Et je pense que c'est indispensable. Je suis complètement d'accord. Et c'est aussi un peu pour ça qu'on essaye finalement de travailler sur ces webinaires en étant peut-être un peu exclusive sur de la représentation féminine. Mais c'est aussi pour montrer qu'on a des personnes extrêmement pointues et expertes de leur domaine qui sont des femmes et dont on entend peut-être un tout petit peu moins parler. Même si elles ont exactement le même niveau de compétences et qualifications que leurs homologues masculins. Donc, on arrive un peu à la fin des questions que j'avais préparées pour vous. J'en ai une dernière qu'on va peut-être, je vais vous demander de répondre peut-être assez rapidement pour laisser un petit peu de temps aux personnes qui sont là pour poser des questions. Donc, c'est une question un peu d'ouverture et l'idée, c'est si aujourd'hui vous aviez une baguette magique qui vous permettait de changer quelque chose dans la société pour la rendre un peu plus égalitaire en termes de nouvelles technologies et d'IA, pour vous, qu'est-ce qui aurait le plus d'impact vraiment sans langue de bois et qu'est-ce que vous feriez du coup? Du coup, Anna, je te laisse la parole. Alors, c'est une question qui est extrêmement difficile. Une baguette magique. Mais j'y ai beaucoup réfléchi. Et je dirais, il n'y a rien qui sera suffisant, et je n'ai pas l'orgueil de dire que j'ai la solution, mais si on pouvait retirer de façon absolument magique ce passif qu'on a de vision négative de la différence. Si on pouvait ne pas... on a quelque chose de sociétal, d'enfoui, que les gens différents, c'est pas bien, et ça peut faire peur, ça peut...
Et malgré toute la bonne volonté du monde, on a cet historique-là. Moi, c'est ça que je supprimerais. Ça réglerait les problèmes dans les données, ça réglerait les problèmes dans les mentalités. Je pense que ce serait un bon pas. Merci beaucoup. Il faudrait que ce soit sacrément magique quand même. Je ne sais pas ce que Colette Ouais. Je suis totalement d'accord. Moujane? Alors, pour moi, je pense que si on pourrait, d'une manière magique, donner l'opportunité de expression, liberté de l'expression à tout le monde dans le monde et que les gens pourraient avoir la capacité d'écouter un des autres, je pense que c'était quelque chose qu'on pourrait vraiment changer le monde, avoir un impact, de se comprendre mieux et peut-être on pourrait résoudre les différences qu'on a entre nous aussi. Je pense qu'il faudrait déjà 2 baguettes magiques. Donc, on est sur plutôt un génie avec 2 ou 3 souhaits. On va entamer du coup le 3e avec Colette. Alors, bon, moi, je n'ai pas vraiment réfléchi de la même façon à la baguette magique. Parce que moi, je pense quand même que, évidemment, pour résoudre les questions de différence, ce regard négatif sur l'autre qui n'est pas pareil, etc., je ne vois pas d'autre chose que la formation de tout le monde aux stéréotypes de sexe. Et donc, moi, c'est ma baguette magique. On forme tout le monde, tous les enfants, tout le monde. Et alors, ce que je dois dire, c'est que en fait, évidemment, c'est une classe d'âge, c'est plus de 500 000 enfants, moitié filles, moitié garçons, en France. Hein, donc, ça fait du monde, hein, une classe d'âge, une seule classe d'âge. Hein, donc, si on veut former tout le monde, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Donc, il faut vraiment une vraie baguette magique. Et ce que je veux dire, c'est un petit peu ce que le gouvernement de François Hollande avait voulu mettre en place au niveau de l'enseignement élémentaire, maternel et primaire, hein, lorsque Najat Vallaud-Belkacem était ministre des droits des femmes. Et vous vous rappelez, il y a eu j'en ai parlé tout à l'heure, enfin des réactions communautaires extrêmement difficiles. Hein, et donc, on a été obligé de revenir en arrière. Mais je dois dire aussi que quand nous avons, donc ça fait un tout petit moment qu'on est active en tant qu'association, enfin donc Femmes et Maths depuis 1987, Femmes et Sciences depuis 2000, la création de ces associations. Et donc, on avait été voir le cabinet, le responsable, dont je ne me rappelle plus le nom, mais le responsable de l'enseignement supérieur au cabinet de Sarkozy. Donc, c'était quand même quelqu'un de haut placé. Et donc, nous y étions allés, 3 responsables d'associations, Femmes et Sciences, Femmes et Mathématiques et Femmes Ingénieurs. Et lui nous avait dit, eh bien, la même chose, il faut former tout le monde. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui… Donc, ça remonte un tout petit peu, hein, Sarkozy. Et donc, il faut former tout le monde. Et alors, la baguette magique, évidemment, bon, moi, j'aimerais… Parce que nous, on forme un peu, hein, mais bon, combien on a 10 000 enfants, 10 000 jeunes hein, par an, c'est 10, 12 000. C'est quand même pas beaucoup par rapport aux 500 000. Hein. Mais pour cela, il faut du matériel, des ressources humaines. Des ressources humaines, donc eh bien, il faut que tout le monde s'y mette. La fonction publique, les entreprises, tout le monde. Voilà. Dans ma baguette magique, j'ai même la solution. Ce qui est bien, c'est que c'est une baguette magique qui peut s'appliquer concrètement dans la réalité avec beaucoup, beaucoup de volonté politique et beaucoup d'argent et la capacité à avoir un argumentaire très construit contre les préjugés et la levée de boucliers que ça peut entraîner dans notre société. Effectivement, je suis d'accord. Donc, nous en avons terminé pour les questions que j'avais préparées et je voulais vous poser maintenant des questions qui seraient posées par les intervenants, par les participants et les participantes. Donc, je vois que Maria a posé une question. Déjà, merci beaucoup pour ce webinaire passionnant. Pensez-vous que la recherche en éthique de l'intelligence artificielle soit pertinente et nécessaire, ou bien s'agit-il de quelque chose de vain? Par exemple, Google, Facebook ont des comités d'éthique, mais ne s'agit-il pas d'une forme de façade afin de se dédouaner? Qui veut prendre la parole?
Anna a répondu déjà, hein, donc Anna. J'avoue que j'ai répondu. Oui. Eh ben, vas-y. J'ai vu le pop-up qui s'est arrivé, donc j'ai répondu. Oui, c'est une façade. Évidemment que c'est une façade, comme beaucoup de comités d'éthique avant l'éthique sur l'intelligence artificielle l'ont été. Mais pour moi, c'est pour ça que c'est d'autant plus important de continuer cette recherche-là. On ne peut pas la laisser à des gens qui n'en font rien, qui font l'enterrer. Donc oui, il faut être honnête, c'est une façade, mais c'est pour ça qu'il faut quelque part se battre d'autant plus sur le sujet. Bon, si je pouvais rajouter quand même, hein, la recherche, c'est la recherche publique, enfin la recherche publique, même un peu la recherche privée, mais beaucoup la recherche publique, c'est une recherche, ce qu'on appelle désintéressée. Et donc, qui coûte des sous, bien sûr, parce qu'il faut payer les chercheurs. Les chercheurs, bon, on prétend qu'ils ne trouvent pas, mais ils trouvent. Enfin, ils publient des choses, ils trouvent, etc. Ils cherchent. Bon, donc voilà, c'est super important. Cette recherche-là est importante. Donc, elle peut être payée en partie par le privé, mais quand même beaucoup payée par le public. Donc, on a des contrats privés, mais il faut évidemment que cette recherche ait lieu. Et pas seulement dans le cadre de Facebook, quoi. Dans l'entreprise Facebook, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Facebook peut payer la recherche, mais la recherche publique, par des personnes indépendantes, qui n'ont pas, c'est un peu comme la recherche pharmaceutique, enfin la recherche des médicaments. Il faut faire attention, à partir du moment où on a des contrats avec les industries de pharmacie, ben, on se demande, voilà, c'est un peu pareil, hein. On se demande si vraiment c'est la recherche pour l'entreprise en question ou bien si c'est une recherche publique désintéressée. Donc, c'est quand même délicat. Multiplier les partenaires, peut-être. Oui, et aussi que ça devienne peut-être une politique gouvernementale avec, je rebondis sur la question qu'il y a eu pendant le webinaire sur est-ce qu'il y a une communauté ou une autorité de régulation de l'IA. Il n'y en a pas en ce moment, mais c'est des travaux qui sont faits au sein de la Commission européenne et qui sont faits aussi en France de travailler à des autorités de régulation parce que bien entendu, c'est comme toute la législation qui a été faite et construite autour de la protection des données personnelles. C'est quelque chose qui doit émerger en termes de volonté politique pour après que ce soit une volonté étatique et que ce soit suivi des faits par les entreprises. Mais il y a une forme peut-être d'obligation à la régulation parce que on sait que l'autorégulation des grosses plateformes et des GAFA, pour l'instant, on n'a pas encore porté, on va dire, ses fruits. Est-ce que parmi les participantes et les participants, certains ont des questions, certains et certaines, pardon, ont des questions qu'ils voudraient ou qu'elles voudraient poser à nos conférencières? On a encore quelques minutes. Vous pouvez lever la main, prendre la parole. Merci beaucoup pour vos réponses. Je suis en train d'élaborer mon projet de thèse sur ce sujet. Wow. C'est Maria. Super. Oui. Ah, cool. Mouzane a partagé un article intéressant par rapport à la loi pour l'IA. Je le lirai, je l'ai pas lu du tout. Alors, ce que j'aimerais rajouter, hein, c'est que, puisqu'on en parle, c'est que l'Europe, en fait, est très, très mobilisatrice et effectivement encourage énormément les pays européens, mais moi, je vais parler de la France, en particulier la France, et depuis très longtemps, si vous voulez, l'histoire de la parité en politique, par exemple, c'est l'Europe qui a mis ça à l'agenda. L'histoire des femmes et des sciences, c'est l'Europe qui a mis ça à l'agenda. L'histoire de l'éthique des chercheurs, la question de l'éthique des chercheurs et chercheuses, c'est l'Europe qui a mis ça à l'agenda. Et là, encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est l'Europe qui met ça à l'agenda. Et après, la France dit, bon, ok, je ne peux pas faire autrement quand même, il faudrait que j'évolue, quoi. Mais il faut quand même remarquer hein, cette force de l'Europe. Bon, alors, oui, par exemple, récemment, il y a les histoires de congés de paternité pour les pères. C'est quand même l'Europe, encore, qui a mis ça à l'agenda de la France, qui évolue très doucement et timidement, mais évolue un tout petit peu. Voilà, donc, remarquez quand même ce rôle de l'Europe. Et oui, il y a l'ARCEP qui est signalé aussi, oui.
Oui, oui, il y a l'ARCEP aussi. Moi, je fais partie de leur comité qui font des études sur le futur du numérique. Et en fait, ils font de temps en temps des appels aux experts et ils font des recherches. Ils produisent des reports sur différentes technologies comme voitures connectées, 5G, l'IA. Donc, eux aussi sont des entités régulateurs aussi. Donc, c'est le travail qu'ils font aussi. L'intérêt de ce type de travail, alors j'ai pas lu celui de l'ARCEP, hein, mais je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, Colette, et ça va te plaire, Sarah, aussi. Au niveau de l'Europe, il y a des approches qui sont très différentes au niveau de ce que ça peut être la loi et la législation, en particulier sur l'intelligence artificielle. Moi, je trouve que c'est une synergie que je trouve absolument fabuleuse. Comment est-ce qu'on va définir une législation, un droit de l'intelligence artificielle? Et j'ai eu une intervention il y a bientôt 1 an d'un collègue allemand qui est à Yale aujourd'hui, qui expliquait à quel point l'Allemagne avait dans sa législation à elle, avait une approche qui pouvait tout à fait correspondre déjà sur une législation plus ancienne que l'intelligence artificielle, qui pouvait déjà être appliquée. Nous, en France, le RGPD, qui a été poussé en Europe presque au détriment de ceux qui l'avaient poussé au début, ça a été un combat très, très difficile. En France, finalement, on l'avait déjà un petit peu mis en place, alors que dans certains autres pays, encore plus libéraux, peut-être que ça n'avait pas été le cas. Mon jeune, tu parlais des stratégies des pays, des stratégies quelque part des puissances au niveau de l'intelligence artificielle. On a la Chine, on a les États-Unis, on a la Russie qui se battent. On a un passif en mathématiques en France qui est important, qui reste imposant et sur lequel on peut se reposer. Et Colette, tu l'as dit, en Europe, tout ce qui a été sur l'éthique est parti de l'Europe. On n'est pas la première puissance économique. Par contre, on est une puissance sociale et culturelle qui reste importante et qui a un rôle à jouer. Donc, à ce niveau-là, on publie encore et encore des rapports et on peut en mettre beaucoup. Mais c'est par une volonté politique et une volonté quelque part de la base de la société elle-même que ça pourra changer. Et c'est pour ça, pardon, je t'ai coupé, que quand tu parles de volonté sociétale, que c'est un sujet aussi qui doit être porté par les individus parce qu'on voit aussi le pouvoir du collectif, on voit le pouvoir des individus et des citoyens lorsque certains sujets comme l'environnement, comme en un temps un peu passé, mais qui ne l'est pas tant que ça, puisqu'il faut encore se battre dans certains pays pour le droit à l'avortement. C'est aussi par la racine et par la base du peuple que peut y avoir ces changements-là et qu'il peut y avoir justement des comités éthiques qui se créent. Et c'est aussi pour ça que les citoyens doivent se saisir aujourd'hui d'enjeux qui leur paraissent peut-être un peu trop éloignés. Et c'est aussi pour ça que je vous remercie en fait de faire ce travail d'acculturation, de sensibilisation à un public scientifique, mais pas que, de ces sujets de mixité dans l'IA qui innervent énormément de choses aujourd'hui. Je ne sais pas si une ou un participant a encore des questions, mais en tout cas, on arrive à la fin de ce très beau webinaire et de ces échanges très riches qu'on a pu avoir avec vous. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour votre présence à toutes. J'espère qu'en tout cas, pour les participantes, ça vous a aidé, les participantes et les participants, ça vous a aidé à y voir peut-être un peu plus clair, à avoir aussi envie de vous renseigner sur ce sujet pour ceux et celles qui le connaissent assez bien, notamment pour toi qui, Maria, qui fait ta thèse dessus. J'espère que ça a pu t'apporter un peu d'inspiration aussi sur ce sujet. Merci à tout le monde pour votre présence. Et je vois qu'il n'y a pas de questions particulières. Donc, je peux rajouter juste un mot, juste dire. Oui, bien sûr. Je vais simplement remercier Villa. Je pense qu'on peut remercier Villa d'avoir organisé
ce webinaire qui nous a fait réfléchir et rechercher des exemples, etc. quoi. Enfin, franchement, merci beaucoup. C'est très stimulant. Merci à toi, Colette, d'avoir accepté de participer et d'avoir accepté de répondre à mes questions, parfois provocatrices. Non, mais merci aussi aux autres conférencières. Hein. Merci à tout le monde. Voilà. Également, je veux remercier aussi à tout le monde, tous les participants et participantes, et à vous quatre, Colette, Sarah, Anna, je suis en train de te dire oui la team, Sarah et Julie. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très ravie de faire partie. Merci. Et de même, ça a été dit, mais je renchéris. Merci à toutes les quatre. C'était très enrichissant et je suis toujours ravie d'échanger sur ces sujets-là. N'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn. On reste en contact. Si vous avez encore des questions de participants, n'hésitez pas. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Moujane. Merci. Alors, pour le rappel de nos prochains événements, pardon. Donc, le 6 octobre prochain, nous échangerons sur les carrières scientifiques des femmes, les challenges que les femmes scientifiques ont à relever, les barrières et puis les solutions pour plus de mixité dans le secteur de la science. Et enfin, le 13 octobre, on accueillera 4 entrepreneurs dans le domaine de la deep tech pour, pareil, échanger sur les challenges dans la création et le développement d'une société, d'une structure dans la deep tech. Merci encore à tout le monde pour votre présence et votre suivi de ce webinaire et j'espère à celles qui sont intéressées par notre bootcamp Deep Tech que ça vous a peut-être donné envie de postuler. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Mon mail, c'est sarah@hellowilla.co. On ne peut pas faire plus facile. sarah@hellowilla.co. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente